Je donne la parole à Monsieur le procureur Karim Khan. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci infiniment de me permettre de m'exprimer devant le Conseil de sécurité pour réaliser un nouvel exposé aujourd'hui. J'aimerais également remercier Son Excellence le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies de sa présence. Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir plus avant avec lui après cette séance. Monsieur le Président, Excellence, vous savez bien sûr que les 6 derniers mois ont été caractérisés par une spirale plus importante encore vers une misère et des souffrances accrues pour la population du Darfour. La famine s'est installée au Darfour. Le conflit fait rage avec de plus en plus d'intensité. Des civils sont pris pour cible, les femmes et les filles sont violées. Et le paysage général est un paysage de destruction et de criminalité. Et cette descente aux enfers semble s'accélérer. Alors même où nous parlons, la tendance s'accélère. Aujourd'hui et hier, à Al-Fasher, nous avons constaté des évolutions négatives. Il y a eu des allégations sérieuses selon lesquelles davantage encore de civils innocents auraient été pris pour cible. Des infrastructures civiles vitales également, comme des hôpitaux, ont été attaqués. Il semble qu'il n'y ait aucun respect pour la population du Darfour. C'est clairement le point de vue de mon bureau, Monsieur le Président. Et vous l'aurez vu à la lecture du rapport dont le Conseil est saisi. Alors même où nous parlons, des crimes internationaux sont perpétrés, sans aucun doute, au Darfour. Et jour après jour, malheureusement, nous voyons que des crimes de guerre sont perpétrés contre tant de personnes que le droit devrait protéger. Alors ce n'est pas une évaluation générale, une évaluation sur la base d'accusations qui n'ont pas été avérées. Non, c'est une analyse rigoureuse faite par mon bureau sur la base d'informations, d'éléments de preuve rassemblés et examinés. Et nous sommes particulièrement préoccupés par toute la série d'allégations faisant état d'actes prenant pour cible des femmes et des filles, des allégations de crimes de genre qui se sont fait jour à travers nos enquêtes. Ces crimes sont de caractère prioritaire pour mon bureau. Ces 6 derniers mois, nous avons essayé de réagir à la situation sur le terrain en améliorant notre efficacité, en nous efforçant d'être réactifs. Nous sommes présents au Tchad et dans les autres pays limitrophes avec le Soudan. Là, nous avons rassemblé des preuves auprès des communautés déplacées qui nous ont raconté leurs souffrances et ce qu'elles ont vu. Nous avons réalisé des entretiens avec des témoins. Nous avons revu à la hausse l'ampleur des éléments de preuve rassemblés, des preuves numériques ou vidéo. Nous avons utilisé les outils technologiques mis en place par mon bureau pour pouvoir mieux comprendre les liens entre les auteurs présumés de crimes entre eux, donc comprendre les structures qui les lient. Nous avons renforcé mon partenariat avec les autorités nationales. Nous travaillons avec les autorités chargées du maintien de l'ordre au niveau national pour qu'elles puissent jouer leur rôle, mieux s'acquitter de leurs responsabilités. Et cela s'est vu à travers plusieurs enquêtes à l'échelle nationale par des pays tiers. Et sur la base de ces initiatives, comme je l'ai confirmé dans mon rapport, je puis vous confirmer de nouveau aujourd'hui que mon bureau fait ce qu'il faut pour présenter des demandes pour que soient publiés des mandats d'arrêt pour crimes perpétrés dans l'ouest du Darfour. Et je voudrais être très clair. Mon bureau ne présentera ces demandes que lorsque les procédures internes auront été suivies de façon satisfaisante et auront permis d'aboutir à la conclusion qu'il y a des perspectives réelles de peine
déclaré. Il faut avoir des raisons solides de voir les juges donner voix à ces demandes et aussi de voir ces individus appréhendés et traduits en justice selon une procédure régulière pour rendre justice pour les rescapés. Et je crois qu'il est un message simple qu'il faut faire passer en direction de toutes les personnes présentes sur le terrain à El Fasher, Al Jeneina, dans tout le Darfour. Et mieux vaut tard que jamais. Respecter le droit international humanitaire. Ce n'est pas une question de charité, ni une nécessité politique. C'est simplement ce qu'exigent les principes de l'humanité et ce qu'exige le droit, purement et simplement. À travers la souffrance des femmes, des enfants, des hommes au Darfour, nous entendons des échos des crimes qui ont débouché sur les premières saisines de mon bureau par ce Conseil dans la résolution 1593, voilà 20 ans. Et comme je l'ai dit, le type de crime perpétré, les acteurs impliqués, les parties, tout cela est très semblable à la situation d'alors, avec les mêmes groupes pris pour cible qu'en 2003. Ce sont les mêmes communautés, les mêmes groupes qui souffrent. Une nouvelle génération de personnes qui vit le même enfer que les générations d'alors. Cette situation tragique, terrible, qui aurait pu être évitée, cette redite du passé dans le présent aujourd'hui au Darfour, souligne le caractère important et nécessaire des progrès significatifs que nous avons constatés au cours de la période à l'examen. En effet, au cours de la période à l'examen, il y a eu des avancées. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de paraître avec des membres de l'équipe unifiée du Darfour pour présenter les arguments de clôture à la CPI dans l'affaire concernant M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman, connu aussi comme Ali Koshaib. Ce procès est très important. Il a permis de se concentrer sur des crimes qui auraient été perpétrés entre août 2003 et avril 2004. Et aujourd'hui, on voit que des crimes similaires sont de nouveau commis. Pour les habitants du Darfour, ce procès revêt une très grande importance. Des témoins se sont rendus à La Haye. Nous avons rencontré des communautés concernées en Allemagne ou à Adré au Tchad, à la frontière avec le Darfour, ou encore au Darfour lui-même, ou même ici à New York. Des membres des communautés affectées sont présents ici, dans les gradins. Et ces personnes sont satisfaites d'apprendre qu'elles n'ont pas été oubliées, qu'elles n'ont pas été effacées, que leur vie que leur vie a bien une valeur, que leur vie est importante pour les membres de ce conseil, qu'elle a autant de poids que la vie de n'importe quel individu où que ce soit dans le monde. Et c'est un processus victime après victime qui s'est déroulé, qui souligne que ce procès est important pas seulement sur le plan historique, pas seulement parce qu'il est important de renforcer la mémoire collective ou de dire ce qui s'est vraiment passé, mais parce que ce procès est synonyme d'espoir pour les victimes, qui peuvent espérer que les promesses faites seront tenues, même si elles sont tenues tard. Les promesses du bureau du procureur, de la CPI, de la communauté internationale. J'aimerais mentionner un point, et j'en ai parlé aussi avec la communauté du Darfour aujourd'hui et à d'autres occasions, de signaler que l'affaire Abdelrahman ne peut être considérée comme une dernière étape. Non, c'est plutôt un point de départ. C'est un début, un bon début pour rendre la justice et garantir la reddition de comptes. Mais il faudra qu'un appui soit apporté. Il faut agir. Il faut réduire la marge d'existence de l'impunité. Pour ça, nous avons besoin de votre appui, de l'aide de ce Conseil, qui, au titre du chapitre 7
de la Charte des Nations Unies a conclu que la situation au Darfour représentait une menace pour la paix et la sécurité internationale. Vous aviez tout à fait raison. Le Conseil était visionnaire à l'époque, car nous voyons que 20 ans plus tard, sans exécution des mandats d'arrêt décrétés par la CPI, on ne voit que davantage de misère pour la population au Darfour et un véritable risque de déstabilisation de toute la zone. Donc, avec tout le respect qui s'impose, vous aviez tout à fait raison. Cette conclusion selon laquelle la situation au Darfour constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale était tout à fait judicieuse. Cela conduit à la saisine de la CPI. Il y a de nouveau aujourd'hui une situation similaire qui se pose et il est important de veiller à ce que les personnes victimes soient vues, qu'elles soient perçues, qu'on tienne compte de leur situation, qu'on leur rende justice. Et il y a eu donc mandat d'arrêt contre l'ancien président Omar al-Bashir, contre M. Hussein, contre M. Abdelrahman. Et c'est très important, et je l'ai dit dans mes interactions avec la population et les acteurs pertinents au Soudan, le transfert de M. Haroun sera aussi très important, car manifestement, il y a un lien très clair avec le procès de Ali Koucheib. Nous savons où se trouve Ahmad Haroun. Nous l'avons dit aux autorités soudanaises. Nous devons maintenant trouver une façon d'appliquer les dispositions de la résolution du Conseil de sécurité et de répondre aux attentes, pas de répondre à des principes abstraits, mais de répondre aux attentes des victimes, des représentants de la population du Darfour ici, à la CPI et partout, toutes ces personnes, ces familles qui nous regardent, qui attendent que les promesses soient tenues, que la loi s'applique, qu'elle soit la même pour tous, et qui veulent que leur enfer prenne fin, ou qu'au moins la situation leur permette de survivre, que leur souffrance ne soit plus si totale. Il y a eu des signes pendant la période à l'examen, des signes pouvant pousser à un optimisme prudent en matière de coopération avec le gouvernement soudanais. Au cours de la période à l'examen, nous avons pris langue encore davantage avec les autorités soudanaises. Nous avons avancé dans l'ordre des priorités pour les demandes d'assistance. Je me suis félicité de pouvoir rencontrer son Excellence le procureur général du Soudan le mois dernier. Il est venu accompagné d'une délégation pour assister à la fin du procès de M. Abdelrahman Ali Koucheib. Nos discussions ont été prometteuses, laissant espérer encore davantage de coopération. Et je tiens à reconnaître les efforts déployés non seulement par lui, mais par le point focal qui a été nommé, le général Al-Burhan, après ma réunion avec le général Burhan ici à New York, voilà 18 mois. La nomination de cette personne au poste de point focal a permis des retombées positives et tangibles au niveau de la collaboration avec mon bureau. Mais ces progrès doivent maintenant être consolidés. Il faut aller plus loin au fil des 6 prochains mois, conformément aux attentes, aux dispositions de la résolution 1594 et à ce qui est nécessaire sur le plan juridique. Au cours de la période à l'examen, je me suis efforcée également de prendre contact avec les forces d'appui rapide afin d'obtenir des informations pertinentes pour nos enquêtes. Après une réunion avec des membres de mon bureau et des représentants des forces d'appui rapide la semaine dernière, je m'attends à ce qu'il y ait une avancée rapide, substantielle. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous demandons. Je suivrai la situation et je vous dirai si cette coopération s'est manifestée, si ces demandes d'assistance trouvent réponse. Nous vous le dirons dans notre prochain rapport. Ce rapport que nous vous présentons, le 40e rapport sur la situation au Darfour, on peut considérer qu'il arrive trop tard. Je suis d'accord. Trop de vies ont été perdues, c'est vrai. Mais cela souligne une chose très importante, à savoir que la CPI n'a
de force et de puissance que dans la mesure où les États l'appuient. Si le désir de respecter les obligations qui figurent dans la Charte des Nations Unies est présent, alors la Cour est forte. Et cela doit nous faire penser de nouveau, je crois, à une époque où le Conseil s'exprimait à l'unisson pour lutter contre l'impunité et réagir face à la souffrance, à la misère, à ces personnes qui, au quotidien, ont le sentiment d'être invisibles aux yeux des autorités de leur propre pays, sans parler des institutions internationales ou des personnes représentées à New York, ou des personnes présentes à New York plutôt, comme le Conseil de sécurité. À l'époque, on avait forgé, créé un lien qui, je l'espère, ne pourra jamais être brisé entre le Conseil de sécurité et les rescapés et les membres de leurs familles et les membres des familles des victimes que nous voulons servir. Ce sont les personnes qui doivent passer au premier plan. Elles et leurs droits à une protection sur un pied d'égalité. Alors, bien sûr, Monsieur le Président, je sais que le monde a changé. Nous ne vivons plus dans la même époque. Et j'espère ne pas paraître naïf, mais même si je semble naïf, c'est pour moi une obligation de vous présenter une simple demande. N'oublions pas, n'abandonnons pas complètement ce sentiment d'unité. Nous savons que le Conseil en est capable lorsqu'il fait passer les personnes avant tout, lorsqu'il permet aux voix des individus de se faire entendre plutôt que de se trouver noyé dans la clameur des intérêts politiques. Le procès qui a pris fin le mois dernier a permis de rassurer de façon tangible les victimes. On leur a dit qu'elles n'ont pas été oubliées. Et Monsieur le Président, les victimes remercient le Conseil d'avoir saisi la CPI d'abord, et aussi, nous ne pouvons pas l'oublier, si l'on agit contre la Cour pénale internationale, cela aura directement des conséquences néfastes sur nos capacités à rendre la justice pour les victimes, pour les rescapés, pour le peuple du Darfour, y compris les personnes que nous avons rencontrées, les personnes qui sont présentes ici, dans ce bâtiment aujourd'hui. Les procureurs se suivent, les juges se suivent, comme les bateaux qui s'en vont dans la nuit, mais la CPI en tant qu'institution a été créée. Elle entretient une relation toute particulière avec les Nations Unies. Elle est appuyée par 125 États parties pour protéger les droits des plus vulnérables partout, dans toutes les situations pour lesquelles la Cour est compétente. Voilà donc ma prière, ce que je vous demande. Décidons de travailler ensemble pour renouveler et renforcer le lien qui a été créé entre le Conseil, la CPI et les victimes au Darfour et toutes les personnes qui souffrent tant aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée de la commémoration de l'Holocauste, alors qu'aujourd'hui, vous avez entendu la voix des témoins de ces pogroms atroces, les témoins des actes de persécution visant les Juifs et d'autres minorités. Voilà, 80 ans, lorsque Auschwitz a été libéré, qu'on a présenté ensuite les preuves de l'enfer à Nuremberg, lorsqu'on a insisté sur la reddition de comptes, qu'on a voulu dire la vérité pour honorer les victimes d'Auschwitz, honorer les victimes des crimes qui ont été perpétrés également lors des décennies qui ont suivi, peut-être pas avec l'ampleur de l'Holocauste, mais nous avions fait une promesse à l'époque. Plus jamais ça. Et il me semble donc apte, comme je le disais aujourd'hui en particulier, de respecter cette promesse. Plus jamais ça. Pour les victimes de tant de crimes, que ce soit en Sierra Leone, au Rwanda, en ex-Yougoslavie ou dans tant de théâtres de conflits qui font rage aujourd'hui. Si nous arrivons à travailler, renouvelant notre lien de coopération, si nous arrivons à mettre de côté les clivages, la politique pour un instant, pour nous concentrer sur les personnes innocentes, les personnes vulnérables, alors j'espère que
nous parviendrons à entendre les appels des habitants du Darfour qui crient pour que justice soit faite. C'est une population dans le besoin, une population en danger, et vous avez déjà déterminé via l'adoption de la résolution 1593 que cette population avait droit à la justice. L'heure est venue de faire front commun pour, la main dans la main, tenir cette promesse, mettre fin au cycle du désespoir dans lequel vivent des générations de Darfouriens. Merci. Merci.